Révéli, Larquet, le mur à distance, c'est Larquet qui va tirer, c'est passé, but! Ouverture du score pour les Verts, et Jean-Michel Larquet sur ce coup franc, comme contre le Dynamo de Kiev, et bien il ouvre le score. Entretien aujourd'hui avec Jean-Michel Larquet. Jean-Michel, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici à 7. Vous pouvez nous dire le but de votre présence pour ce soir là? Oui, il est tout simple. C'est quand monsieur m'a contacté, monsieur Giner m'a contacté en expliquant le malheur qui lui était arrivé. Et puis en me disant que ce serait formidable si, à l'occasion d'un match du FC7, je pouvais venir. Alors, mon épouse a lu le texto ou le mail, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et elle m'a dit, tu vois, ce samedi, il n'y a rien, notre fille n'a pas de compétition de cheval et tout. On va faire l'aller-retour. Tout simplement pour témoigner, et j'avais l'impression, j'avais déjà le sentiment avant d'arriver que ça faisait tellement plaisir à M. Giner qu'il y a des intuitions, il n'y a pas que des intuitions féminines, il y a aussi des intuitions masculines qu'on s'est décidé en quelques secondes. Très brièvement, monsieur Larquet, qu'évoque pour vous le FC7? Il y a beaucoup d'anciens ou de futurs Sétois qui ont joué dans les deux clubs, notamment René Liens, Ivan Beck, Dominique Battener, Renaud Coade récemment. Qu'évoque pour vous le football club? Alors vous savez, je suis un de ces footballeurs qui considèrent que le football existait avant que je ne joue et que le football existe après que j'ai terminé ma carrière. Donc je connaissais l'existence du FC7. Pour moi, le FC7, c'était le premier grand club qui jouait en vert et blanc. Alors je ne connaissais pas le nom des joueurs, mais est-ce que le stade à l'époque c'était pas la Métairie, le stade des Métairies. Voilà. Et on parlait du FC7 comme le porte-drapeau du football français. C'était le Saint-Étienne de cette époque-là. Avant le LOSC des années 50, avant le Stade de Reims des années 55-60, et puis le Saint-Étienne. C'était le FC7 qui était le porte-drapeau du football français. Donc je ne savais pas grand-chose du FC7, mais je sais que ce fut un club très important du football français. Et un bref mot sur votre carrière de footballeur. J'ai appris récemment, et je n'étais pas au courant, que vous aviez participé aux Jeux Olympiques de 68 à Mexico. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette fameuse expérience? Formidable souvenir. Alors, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Il y a eu surtout des hauts, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude à Mexico. Et tout s'est bien passé au début, parce que nous avions eu une préparation un peu spéciale du côté de Font-Romeu. On avait fait Font-Romeu-Toulouse en Transal, pour ne pas perdre le bénéfice de notre préparation. Et puis de Toulouse, toute l'équipe de France olympique était partie sur Mexico. Alors tout s'est très bien passé. Nous avions battu la Guinée, nous avions battu la Colombie, nous avions le troisième match en poule, je ne me rappelle plus lequel était-ce. Et sur 20 le Japon. Et puis non, sur 20 d'abord le Mexique, au stade Aztec. Ah, il devait avoir du monde. 90 000 spectateurs. Et là, nous volions. Nous étions sur un nuage, sans doute dû à la préparation. Notre taux d'hémoglobine devait être très supérieur à la moyenne. Et on a balayé le Mexique devant 90 000 spectateurs 4 heures. Et quelques jours plus tard, arrive le Japon. Et autant nous étions dans les nuages contre le Mexique, autant nous étions au fond du puits contre le Japon. Là, c'était la médecine ne maîtrisait pas encore la préparation en altitude, et c'est fou, en l'espace de quelques jours. Alors c'est pas un joueur, hein, c'est toute l'équipe qui est tombée, et on l'a senti à l'échauffement, on n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. On était autant contre le Mexique, tout allait bien, et là, ça j'ai vu des choses fabuleuses pendant ces Jeux Olympiques. J'ai vu les marathoniens, quand ils arrivaient, il y avait des grandes éponges, et on leur mettait sur les flancs tellement ils avaient chaud, ils étaient en surchauffe à 2200 mètres d'altitude. J'ai vu une championne du monde yougoslave. C'était à l'époque, les longues distances n'existaient pas pour les filles. Et elle avait le record du monde de 800 mètres. Et chaque fois qu'on était au village olympique, qu'on allait manger, qu'on allait s'entraîner, elle était sur la piste, elle s'entraînait, c'est formidable, cette fille-là, et belle fille, une Yougoslave.
arrivent les éliminatoires, elle prend le départ, elle prend le premier virage, ligne droite en face, et à la deuxième ligne droite, et c'est-à-dire il restait un tour à faire, hein, elle est allée tout droit, complètement perdue. C'était très difficile. Alors j'ai vu des choses fabuleuses. J'ai vu le saut de Bob Beamon. Et j'ai vu le saut le saut en hauteur de Fosbury avec son premier titre olympique. Et c'était la première fois qu'on sautait en Fosbury, et c'était lui. Et j'ai surtout vu, pour en terminer, la dernière journée, puisque nous étions éliminés, on avait le droit d'assister aux épreuves d'athlétisme. Et le dernier jour des épreuves d'athlétisme, il y avait 4 fois 100 mètres masculins, 4 fois 100 mètres féminins, 4 fois 400 masculins, 4 fois 400 féminins. J'ai vu là 4 records du monde, 4 records du monde, et je crois que le record du monde du 4 x 400 au Mexico a dû tenir une trentaine d'années. On voyait que c'était un moment historique entre Bob Beamon, Fosbury et le 4 x 400. Bon, le football était loin. Très bien, monsieur Larquet, je vous remercie et je vous laisse un petit message personnel. Vous avez été, pour tous ceux de ma génération, j'imagine les jeunes trentenaires, j'ai vécu à travers vous avec les 11 mondiales. Eh oui. Voilà, donc ça m'a marqué, j'étais un fidèle abonné et vous m'avez fait découvrir le football européen et tout ce qui s'ensuit, donc pour ça je vous remercie. J'espère que vous serez un bon élève. Merci à vous, monsieur. Merci.